Bonjour Alex Taylor. Bonjour. On ne vous présente plus, hein. Vous êtes présentateur, animateur de télévision, de radio, mais vous êtes aussi journaliste et en fait vous êtes une figure connue depuis des décennies en France. Vous avez pris la nationalité française au moment du Brexit. On connaît votre opinion sur ce sujet, hein. Le Brexit, autopsie d'une illusion, c'est votre livre, hein, paru aux éditions Lattès. Première question que je dois vous poser, on vit plein de rebondissements, on ne sait pas au moment où on enregistre comment ça va se finir. Ça fait 3 ans qu'on est dans le flou le plus total, mais à mon avis, c'est en train de se décider là, donc à l'heure où c'est diffusé, ça peut se changer. Alors, qu'est-ce qui est en jeu? S'il y a un deal, s'il n'y a pas de deal, qu'est-ce qui est en jeu concrètement? Alors, concrètement, il y a en jeu l'avenir de l'économie britannique et sur des choses très concrètes. Par exemple, il y avait une chose que personne n'a remarqué en France, mais quand le président Trump est venu à Londres, il y a un mois maintenant, il a fait une conférence de presse et un journaliste lui a demandé, dans les futures négociations en cas de no deal avec les États-Unis, est-ce que le service de santé britannique est sur la table? Il avait dit, mais oui, tout est sur la table. Grand flip, à mon avis, à 10 Downing Street, parce que le lendemain, il a publié un démenti en disant oui, mais en fait, le service de santé britannique n'est pas sur la table. Il y va de ça. C'est-à-dire il y va de la privatisation du service public de la santé. Je vous donne un exemple, mais c'est un exemple très important parce que ça fait partie, parce que les gens en France imaginent que la santé en Grande-Bretagne, c'est un peu comme aux États-Unis. Pas du tout, tout est gratuit et c'est même l'une des fiertés de l'identité britannique. Donc, si le président Trump est tellement favorable, dit-il, à un no deal, sans accord avec l'Union européenne, c'est parce que le Royaume-Uni sera encore plus affaibli après. Et lui, en fait, il a très envie de mettre le grappin, si je peux dire comme ça, sur ce marché fructueux pour l'industrie pharmaceutique américaine. Alors, ce qui se passe donc n'est pas du tout anecdotique. Vous nous dites aussi dans votre livre que les Français ont mal compris les raisons profondes du Brexit. Ils ne sont pas les seuls, mais en fait, on croit que c'est un vote contre l'Europe. Si seulement. Si seulement. En 2012, par exemple, il y a eu des sondages où on a demandé aux Britanniques quels sont vos principaux soucis dans la vie de tous les jours. L'Europe est sortie en 2012 en 28e position. C'est seulement depuis ce référendum que c'était médiatisé, qu'il y a eu ce débat, mais qui a clivé complètement le pays. Moi, j'aurais bien voulu qu'on parle plus de l'Europe auparavant. Qu'est-ce que c'est le Brexit? Pour moi, c'est plutôt une crise d'identité purement britannique. Pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi dans ce pays. La Grande-Bretagne a gagné des guerres, a eu des empires. Mais les Britanniques, depuis un certain moment, se rendent compte qu'ils ne sont plus tout à fait le grand peuple qu'on leur a raconté qu'ils étaient. De la reine Victoria. Voilà, c'est ça dans le passé, ou même plus récemment, Churchill, etc. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les films Churchill, Les Heures sombres et Dunkerque sont sortis la même année que le référendum. Et puis c'est un peuple tout d'un coup qui ne trouve plus sa place dans le monde. Et si vous demandez aux Brexiteurs, souvent la phrase qui revient, qui explique leur vote, c'est things like they used to be, les choses comme elles étaient auparavant. Donc, c'est un pays qui veut retrouver sa place dans le monde et qui a une profonde crise d'identité à l'égard de lui-même. Et ça s'est reflété malheureusement dans ce vote contre l'Europe qui n'a pas forcément grand-chose à voir sur les causes profondes qui ont créé ce mal. Alors, dans les négociations, il y a un point bloquant qu'on a du mal à comprendre aussi, c'est la question du backstop au milieu de l'Irlande, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Qu'est-ce qui va se passer avec le Brexit? Parce que j'ai l'impression que vous avez l'intuition que ça peut dégénérer et aller plus loin, cette question. Disons, pour être sûr, au jour où nous enregistrons, oui. Mais j'ai le sentiment que Boris Johnson a compris en fait que la réunification de l'Irlande est le prix qu'il va falloir à moyen, à long terme payer. Ce ne sera pas dit comme ça, hein. Mais quand même dans l'avenir, la réunification d'Irlande, c'est le prix à payer pour le Brexit. Pourquoi? Parce que la position britannique est totalement illogique. Vous ne pouvez pas dire à la fois, comme Theresa May disait, nous sortons de l'union douanière, nous sortons du marché unique, mais il n'y aura aucun contrôle entre l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, et la République d'Irlande, qui fait partie de l'Union européenne. C'est totalement illogique. Ils n'ont jamais trouvé une vraie solution. Et pourquoi cette frontière-là est si importante? Moi, j'ai grandi en Grande-Bretagne dans les années 70.
chaque fois qu'on branchait un journal télévisé, il y avait des attentats de l'IRA. C'était, et même moi je ne me rendais pas compte, j'ai appris seulement récemment, qu'il y a plus de points de passage entre les deux Irlandes qu'il y a sur tout le flanc est de l'Union européenne. Donc c'est pour vous dire, c'était la frontière la plus armée d'Europe à une époque. Il y a un lourd passé. Donc dire tout simplement, nous allons contrôler cette frontière avec des solutions magiques qui n'existent pas vraiment, genre des drones, ils disent ça jusqu'au moment où on leur dit, mais les drones la nuit, ce n'est pas très efficace. Donc je pense qu'ils ont compris en Grande-Bretagne, sans trop pouvoir le dire, que la réunification de l'Irlande, c'est le prix à payer. Surtout que depuis quelques temps, il y a quelques sondages qui commencent à montrer pour la première fois que la majorité, en Irlande du Nord même, serait d'accord pour une sorte de réunification. Parce que c'est important de rappeler aussi que plus de 66%, je crois, en Irlande du Nord, avaient voté pour rester dans l'Union européenne. Donc une réunification et une adhésion à l'Union européenne serait possible de cette nouvelle Irlande. Bah oui, mais le problème vient là, dans l'Union européenne, en tout cas. Mais c'est un can of worms, comme on dit, donc un sac de nœuds, parce qu'à ce moment-là, quid de l'Écosse? Parce que l'Écosse aussi a voté massivement pour rester dans l'Union européenne et devient de plus en plus enthousiaste, si on croit les sondages, pour sa propre indépendance. Et là encore, il y a un problème de frontières. Donc le Brexit, peut-être au finish, sera l'une des choses les moins britanniques possibles parce que c'est l'éclatement du Royaume-Uni, peut-être. Peut-être. Et comment est-ce que vous vivez ça, vous qui vous définissez comme Européen et donc qui êtes né au Royaume-Uni, qui travaillait en France, en Belgique, qui avait grandi, qui avait vécu dans tous ces pays, qui vous sentez européen plus que jamais? Moi, je suis profondément européen. Vous savez, mon père s'est combattu dans la Seconde Guerre mondiale. Il a perdu son frère. Pourtant, quand j'avais 10 ans, des années 60, la première chose qu'il voulait faire, c'est me montrer ce formidable continent. Moi, je suis profondément européen. Ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce que depuis 40 ans, je vis dans un pays qui n'est pas le mien. On me dit tous les jours que j'ai un accent, mais personne, depuis 40 ans que je vis en France, m'a fait sentir que je n'avais pas le droit d'être quelque part en Europe parmi d'autres Européens, avec les mêmes droits, etc. Tout d'un coup, le Brexit, c'est quoi? Mes ex, si je peux dire ainsi, compatriotes, m'arrachent le droit, mes certitudes, avec ce vote sur le Brexit. Auquel vous n'avez pas pu participer. Ouais, oui, sans que j'ai même un mot à dire. Alors ça, en général, ça choque. Bah oui, même étonnant. Les pro-Brexit français, quand ils apprennent que les Britanniques vivant depuis plus de 15 ans en Europe et qui sommes concernés au premier chef, n'avaient pas le droit de vote. Ils nous auraient donné le droit de vote. D'ailleurs, avec les jeunes 16-18 ans, je crois que ça aurait fait basculer la marge. Mais voilà, donc ça, c'était terrible. Moi, j'ai vécu ça parce qu'on m'a enlevé mes certitudes. Est-ce que je vais pouvoir rester ici, travailler dans les mêmes conditions, avoir droit à la santé, prendre ma retraite, des choses importantes. Donc, on vous enlève ça. Je suis parti de colère. D'ailleurs, je l'ai appris en direct à la télé. C'est devenu viral parce que j'ai réussi à faire déplacer la pub sur BFM TV parce que je pleurais pratiquement. C'était en direct. Maintenant, je prends beaucoup plus de distance. Je suis ravi d'être français. Ça m'a donné une certitude d'appartenir quelque part, de me définir surtout comme ce que je suis profondément, un Européen. Merci beaucoup, Alex Taylor.